L'objectif de cette séance, c'est de vous montrer qu'il y a quand même un lien entre ce que vous faites en culture autour du cinéma et du film fantastique et ce que vous pratiquez personnellement ou à l'intérieur de vos cours dans la 2D, la 3D, l'animation, les interactions, même si je ne suis pas une spécialiste du jeu, vous si. Voilà, c'est une introduction à tout ça. Est-ce qu'il y a des questions? Jusque-là, tout va bien. Bon. Alors, là, petit récapitulatif artistique. Tout ce qui va utiliser le numérique, le digital, etc., ça va se faire sur, en gros, 70 ans, l'évolution. On a d'abord dans les années 50 ce qu'on a appelé l'art cybernétique, en gros l'art des robots, c'est-à-dire surtout l'art du mouvement propre. C'est une étape qui a été relativement peu connue parce qu'il y avait peu d'artistes qui s'affrontaient à ce dialogue avec les scientifiques, les techniciens, etc., etc. Et puis parce que c'est resté relativement peu connu des critiques. On a une deuxième étape qu'on va appeler l'art technologique, mais c'est plutôt les critiques qui vont les venir comme ça, en fait. On va commencer à avoir des interactions. Les interactions, ça peut avoir trois niveaux. Quand on est dans la vidéo, dans des installations vidéo, on va avoir des phénomènes de projection. On va choisir que les projections soient ou non accessibles au spectateur, c'est-à-dire qu'il va pouvoir interférer, ne serait-ce qu'en passant dans le champ, voilà. Il va pouvoir interférer avec la projection, du coup y être intégré et en modifier parfois le sens. Après, on va avoir des interventions, donc on sera sur des choses assez simples, où on va plutôt modifier quelques aspects de l'œuvre, et on arrivera vraiment sur les interactions, les interactivités, quand on sera sur du dialogue homme-machine. Et on va avoir développé tout un autre vocabulaire autour des notions du mouvement propre et de l'autonomie. Ça, c'est quand on va être dans le programmatique, l'autonomie est très importante. Et les potentiels d'immersion, ça, c'est quand on va être vraiment sur l'image, que ce soit de la 2D ou de la 3D, avec ces outils. Aujourd'hui, on a dépassé le dialogue homme-machine, le 0-1. La réponse oui, non, puisqu'on a maintenant ce qu'on appelle les œuvres comportementales, qui vont être sensibles non seulement aux actions que vous produisez, mais, on va dire, à l'état d'âme qu'ils en décrivent. On va commencer par quelque chose qui est très loin de la 3D. C'est de la projection. Les œuvres que vous allez voir sont un peu tordues. Ce qui est très intéressant dans l'artiste dont je vais vous parler maintenant, c'est un artiste. C'est qu'il va avoir une grande qualité, il va s'intéresser à la question de la projection de la vidéo. Et on va rentrer un peu là-dedans avec des choses assez anciennes, parce qu'on commence en 1995, sur la projection vidéo, là c'est Tony Osler. Là c'est assez amusant parce que pour un spectateur du domaine de l'art, en général on va visiter les musées, donc on va y jeter un œil. Et bien là c'est l'inverse qui va se produire, puisque quand vous rentrez dans l'installation, c'est l'installation qui va vous regarder, avec des yeux qui sont posés au sol ou suspendus à des câbles invisibles. En fait ce sont des sphères blanches sur lesquelles on va projeter une vidéo. Et après ça, il a fait ce qu'il a appelé ses aliens. Alors ces aliens, c'est ça. En fait, vous avez plusieurs projections sur un même objet, en volume. Vous allez avoir un œil, bien souvent c'est le même œil inversé qui est diffusé sur l'autre sphère. Vous allez avoir une bouche, mais elle n'est pas forcément la bouche du visage des yeux, et elle n'est pas calée sur le rythme des yeux. Bien souvent, vous avez une inversion des paupières, en fait. Vous avez la paupière inférieure qui devient en fait la paupière supérieure, ce qui fait un regard très très bizarre. Et voilà comment les œuvres, quand vous vous approchez d'elles, vous parlent et vous interpellent. Voilà, elle vous fait des sortes de I love you, un peu comme ça. Voilà. Tout va bien? Vous ne ferez pas de cauchemar, promis. On va passer à autre chose. Bill Viola. Alors, Bill Viola, vous devez connaître, parce que c'est celui qui va s'occuper le plus de la qualité vidéo. Il va travailler avec de la très haute définition et il va jouer avec les qualités d'enregistrement, les formats de diffusion. Il aime bien diluer le temps, c'est-à-dire avoir des choses qui vont être très très ralenties. On est donc en 2007. Il va produire une installation qui va occuper une chapelle de Venise et il va travailler sur les revenants. Avec l'idée
que les revenants vont venir passer du côté des vivants, puis repartir du côté des fantômes, entre guillemets. Tout ça s'est diffusé au ralenti. Il fait une double captation, une captation avec une image d'une vieille caméra, donc il va avoir beaucoup de grains, et une captation HD, synchronisée et sur le même axe. Et donc, on va avoir dans cette chapelle l'impression de gens qui arrivent vers nous, qui passent un rideau d'eau. Ce rideau d'eau va le faire passer du côté des vivants, puis qui retraverse le rideau d'eau et repart du côté des morts. Alors, c'est lié à une histoire personnelle, puisqu'il a failli mourir noyé. Bon, peu importe. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là, on aurait un spectre sorti du monde des morts et présent dans notre monde. C'est le moment où on est en très haute définition, avec de très forts ralentis. Vous voyez, on devine le rideau d'eau, qui a été calculé très précisément pour être vraiment très lisse. Et au fur et à mesure, une fois qu'elle a traversé ce rideau, et pourtant vous avez vu la lenteur, hein, la transition va être très subtile, hop, vous êtes passé en captation vieille caméra, avec le petit grain récupéré ici. Donc ça, c'était sur les questions de la diffusion et de la projection de l'image. Du coup, on va parler tout de suite du temps réel. Je vais accélérer un petit peu. Le temps réel, ça va être le propre des enjeux de l'interactivité, car c'est la première question qui se joue si on veut produire du réalisme. On va devoir avoir une cohérence avec la logique que l'on donne au monde que l'on perçoit. Rien ne dit que le monde que l'on perçoit soit plus réel que le virtuel, hein, mais simplement, on lui a construit une logique, et pour que du virtuel s'intègre correctement, il faut reproduire cette langue, cette logique, hein, logos, c'est la langue, voilà. Et du côté des artistes, un certain Jeffrey Shaw, qui est l'un des artistes qui travaille le plus sur les interactivités temps réel, à cette époque-là, va produire ce qu'on appelle Legible City, la ville lisible. Alors, qu'est-ce que c'est que la ville lisible? On prend le plan d'un cadastre d'une ville. Les premières qu'il a faites, c'est Manhattan et Amsterdam. Donc, chaque maison est représentée sur un cadastre, chaque bloc, chaque rue, détaillé maison par maison. Il va reprendre ces cadastres, et pour chaque bâtiment, il y aura une lettre, et pour chaque bloc de bâtiment, il y aura un mot, et pour chaque rue, il y aura une phrase. Et on va monter sur son petit vélo, et pédaler, et tourner, pour pouvoir suivre les rues, voire même, c'est souvent l'exercice le plus amusant, passer d'une rue à l'autre à travers les bâtiments. Je vous montre le petit monsieur tout content. Et donc, en 89, on a une interactivité relativement simple, mais déjà 3D, tandis qu'ailleurs, on est plutôt sur des interactivités où on cherche plus de complexité, mais où on conserve la 2D. Là, je vais vous présenter un fou, mais un fou génial. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la vidéo au départ, mais ça va être intéressant comme introduction sur la question du comportemental. Il s'agit de Sterlach. Cet artiste appartient au body art. C'est un type extrêmement brillant parce qu'il nous dit en gros que l'homme a toujours été technologisé, que l'homme a toujours utilisé des outils, que l'homme a toujours eu ce rapport donc à une technologie et qu'il n'y a pas de corps humain en dehors de la technologie. Que globalement, depuis qu'on est bipède, on a développé les mains et l'usage d'outils. Et qu'à partir du moment où on développe l'usage d'outils, que ce soit des outils physiques, numériques, on a un corps technologisé qui s'étend à ses propriétés. Lui, entre autres expériences, il va développer ce qu'on appelle une troisième main. C'est une vraie troisième main. C'est-à-dire que cette main, bien qu'elle soit positionnée sur le bras droit, va pouvoir être complètement autonome des deux autres mains. En fait, il va la commander, on connaît très bien la technique aujourd'hui, puisqu'on équipe les amputés de cette façon-là, par d'autres impulsions électriques au niveau des abdos. Et il va donc progressivement apprendre à manipuler cette main de façon différente de sa main droite. L'objectif pour lui, c'est de développer dans le cerveau une compétence que vous avez, par exemple, puisque vous êtes la génération de poussettes. Vous avez développé dans votre cerveau une partie qui fait que vous êtes meilleur que nous les vieux pour faire toc toc toc, pas parce que vous êtes forcément meilleur, mais parce que vous y trouvez plus de plaisir. Alors, au début, voilà ce qu'il produit avec sa main droite et sa troisième main. Ça, c'est sa main droite. Ça, c'est sa troisième main. Donc, on voit que c'est un peu moins précis.
Là, on en est à l'étape où il sait faire à peu près la même chose. Mais ensuite, il va apprendre à écrire à 3 mains. Vous voyez donc qu'il écrit de la main gauche, bon, il est ambidextre, de la main gauche, de la main droite et de cette 3e main. Aujourd'hui, il sait peindre et dessiner des choses différentes avec ses 3 mains. Voilà. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce qu'on va rentrer sur cette question de la technologie. On va aller sur les altérités agissantes pour que vous ayez quand même un petit peu de comportemental et de living. Là, c'est un travail de Miguel Chevalier dans Ultra Nature, que vous voyez ici. Vous êtes sur un grand mur de projection. Qu'est-ce qui est projeté? Eh bien, un cycle de vie de plantes qui ont chacune leur code morphogénétique, avec un cycle de pousse, d'épanouissement, les graines, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? On a des capteurs de mouvement qui vont calculer la distance de votre présence par rapport à la projection et le type de déplacement que vous faites. Et là, du coup, comme quand vous marchez dans un champ d'herbe, ben vous allez avoir un déplacement de la végétation. Je vais vous en montrer une autre de Miguel Chevalier. C'est Fractal Flower. Donc, c'est là aussi encore un système de plantes, mais qui se construit par petites briques, vous allez voir. Et elle va être sensible à la présence de quelqu'un, mais aussi à son type de présence. Les déplacements rapides ou pas, la proximité ou l'éloignement. Mais aussi, dans ce calcul-là, la douceur du rapport à la plante. Et du coup, la plante va parfois fuir la présence, parfois tenter d'aller la chercher. Donc votre présence va jouer sur l'évolution de la forme de la plante et sur son comportement à votre égard. Et là, on commence à être dans ce qu'on appelle les œuvres comportementales, c'est-à-dire tous les principes d'image générative qui vont s'adapter à l'attitude que vous avez. En gros, quand on est sur du comportemental, on utilise globalement 3 moteurs. Le moteur d'expression, le moteur de comportement et le moteur de perception. L'idée, c'est de les faire fonctionner plutôt de façon assez indépendante. C'est-à-dire que chacun ait une action propre qui va se manifester. Donc en gros, on a des sortes d'états de l'œuvre qui correspondent. Alors, il y a 2 possibilités à ce moment-là, soit de façon très structurée en amont, et là on ne laisse pas d'accès à la part programmatique alors on n'ose pas l'appeler hasard, on appelle plutôt erreur. Voilà, il y a des informaticiens qui travaillent avec eux, qui vont travailler sur des programmes qui possèdent des erreurs, parce que ça les intéresse, les erreurs. Ce n'est pas vraiment du random, ce n'est pas vraiment du hasard, c'est des erreurs pour permettre un petit peu de cette liberté, cette indépendance des moteurs les uns avec les autres. Dans ces œuvres comportementales, on a ce qu'on appelle carrément le living art. Dans le living art, je vous ai choisi un exemple, c'est Boréal du Goverland, ça a 2 ans aujourd'hui. Et là, vraiment, on va voir qu'on ne peut accéder à ce qui est le projet de l'œuvre que si on se met en situation de sentiment, d'état d'âme avec l'œuvre. Bon, je vous libère. Si vous avez des questions, je peux y répondre de mon mieux. Je vous remercie.